C'est une pression qui ne cesse de s'accroître. Au Mali, Bamako subit toujours un important blocus djihadiste sur les importations de carburant. La capitale peut-elle désormais tomber dans leur escarcelle? C'est l'inquiétude sur place. Vendredi dernier, les États-Unis, mais aussi le Royaume-Uni, ont annoncé l'évacuation de leur personnel non essentiel ainsi que de leurs familles. Bonjour Wassim. Bonjour. C'est la question que tout le monde se pose. Est-ce que Bamako peut tomber entre les mains des djihadistes? Donc effectivement, c'est la question que tout le monde se pose. Et d'ailleurs, ce qui a suscité beaucoup d'inquiétude, on va voir une vidéo, c'est une attaque qui a eu lieu à peu près 20 km donc, de la capitale. Et on va regarder peut-être la vidéo. Et c'est une attaque qui s'inscrit dans l'effort du JNIM autour de la capitale malienne, qu'il met sous une vraie pression. Mais à l'heure actuelle, alors on parle, investir la ville avec Bagna Noir au vent n'est pas possible ni militairement, ni politiquement pour le JNIM. Donc ça serait uniquement possible à travers une coalition, disons, assez large pour rassurer les Bamakois et même ceux qui sont toujours les soutiens donc, de l'actuel régime. Donc ils travaillent sur cet aspect-là. Donc quelque chose de collégial, une sorte de coalition qui mènerait éventuellement à une gouvernance islamique commune et qui, de fait, dissocierait le JNIM de la nébuleuse d'Al-Qaïda qui inquiète tout le monde. Est-ce que le JNIM est en train de nouer un dialogue avec d'autres composantes au Mali? Donc effectivement, il y a un dialogue qui est entrepris avec des opposants donc à la junte, qu'ils soient des opposants politiques, qu'ils soient islamistes ou pas, et qu'ils soient dans la capitale au Mali ou en exil. Donc ça, c'est une certitude. Il y a des discussions qui sont entreprises de part et d'autre, sauf que c'est une équation à plusieurs inconnus, parce que si l'actuel pouvoir s'effrite de l'intérieur à cause de la pression économique qu'impose le JNIM, là, à ce moment-là, des scénarios comme celui de Kaboul, par exemple, pourrait voir le jour. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le pouvoir s'effrite, les militaires se battent entre eux ou s'effritent pour une raison ou une autre, et ce qui fait que il y a un chaos dans la capitale, et à ce moment-là, les commandants du JNIM aux abords de la capitale pourraient prendre l'initiative. Et c'est pour ça que je fais la comparaison avec Kaboul, parce qu'à la base, rappelez-vous, les talibans ne devaient pas rentrer dans la capitale avant l'évacuation des armées américaines et suivant un accord avec le pouvoir en place, sauf que le pouvoir est tombé, des scènes de pillage ont commencé, le chaos était arrivé au cœur de la capitale, et donc des commandants talibans aux abords de la capitale ont pris l'initiative sans revenir au commandement. Donc c'est une éventualité qui reste quand même bien réelle, même si objectivement, à l'heure où on parle, le JNIM tout seul ne peut pas prendre la capitale. On parlait tout à l'heure de ce blocus en cours depuis début septembre. Où en est-on aujourd'hui, Wassim? On va regarder sur une carte, on en a déjà parlé. Donc ça fait maintenant plus d'un mois que les routes qu'on va voir sur la carte sont bloquées de manière assez périodique par le JNIM, qui empêche les convois de passer, des convois de gasoil, de passer directement vers Bamako. Les villes de Kay et de Nioro sont toujours sous blocus. Les seuls convois qui arrivent à passer de manière assez sporadique, disons, sont sous escorte militaire, qui se fait attaquer elle-même. Et le fait est aujourd'hui que les prix du carburant sont devenus très élevés dans la capitale Bamako, et ça empêche en tout cas la vie de se dérouler normalement dans la capitale. Donc le blocus continue. On va voir une vidéo par exemple d'une attaque qui a eu lieu sur la route de Sikasso, donc pour acheminer le gasoil vers Bamako, parce que comme vous l'avez vu, c'est les routes qui mènent vers tous les pays de la région en fait. Et selon sources propres, ça m'a été affirmé que le blocus continue à l'heure où on parle, et que le but du JNIM est toujours de faire chuter le pouvoir des militaires à Bamako. La situation dans les autres régions? Elle est toujours, similaire. Il y a des grandes attaques qui ont eu lieu, comme l'attaque, par exemple, de San, le 14 octobre. On va voir les images de l'attaque de San. Donc, c'est les locaux de la police qui ont été investis par les djihadistes. On les voit là à l'image. Donc, qui dit investi dit pris, pillé, armement acheminé, sans être inquiété. Ça rappelle aussi ce qu'on a vu à Benena. On a aussi les images. Là où les djihadistes, par exemple, c'est une ville qui est frontalière du Burkina Faso. On voit les djihadistes passer parmi les civils, passer parmi les bus pour arriver à la caserne et attaquer la caserne sans que les civils ne fuient, et c'est ça qui est important, et sans que les civils ne soient attaqués. Et d'après des sources propres aussi, du moment où les civils ne sont pas impliqués dans l'effort militaire, il y a une sorte de laisser-faire qui fait aujourd'hui loi dans plusieurs zones du Mali. Et petit détail très important, le blocus comprenait aussi le blocus d'une compagnie de bus de transport, la compagnie Diara.
Donc il a fallu que la directrice de cette entreprise s'adresse au JNIM pour que le JNIM lève l'interdiction suivant ses conditions propres. Donc les femmes doivent être voilées et les bus ne doivent plus transporter de militaires. Et ce qui vaut pour Diarra vaut pour les autres compagnies de transport. Donc là on voit que comment le JNIM impose en tout cas ses décisions dans une bonne partie du pays. Alors on le rappelle, ces derniers jours, il y a eu la libération de 2 otages émiratis, d'un otage iranien également, et c'est à noter sans communication de la part des autorités militaires maliennes. Qui étaient ces otages et est-ce qu'on sait dans quelles conditions ils ont retrouvé leur liberté? Donc effectivement, sans communication ni émirati ni malienne, parce qu'ils veulent garder les choses, disons, sous les radars. Mais on sait aujourd'hui que la personne qui a été prise en otage, en tout cas une des personnes prises en otage, c'était Juma Abou Maktoum Al-Maktoum. C'est un général à la retraite émirati qui appartient à la famille régnante de Dubaï, donc un personnage très important. Selon des sources locales, certes, il avait sa ferme sur zone, mais il était aussi impliqué dans, disons, le commerce de l'or, donc ce n'était pas qu'un touriste. Donc il a été libéré puis acheminé en dehors du pays le vendredi 31 octobre. Il y a eu plusieurs infos contradictoires à ce sujet, comme c'est souvent le cas. Donc plusieurs missives ont été tentées, une à travers la Mauritanie et un intermédiaire connu, Touareg, Ahmada Ag Bibi, et une autre à travers un intermédiaire que Bamako a voulu imposer au JNIM. Les deux ont échoué. La missive qui a réussi ou qui a abouti, en tout cas, c'est à travers des commerçants et trafiquants connus sur zone. Rouji Esmilou, donc c'est des personnages très connus sur zone. Ce sont eux qui ont pu aligner toutes les conditions qui ont mené à la libération. Et donc, aujourd'hui, on a la certitude qu'une rançon de 50 millions de dollars a été payée. C'est énorme. C'est un chiffre. C'est la première fois qu'une rançon d'une telle ampleur a été versée. Et 20 tonnes de munitions. Sauf que les 20 tonnes de munitions, il reste une question. Certaines sources affirment qu'elles n'ont jamais été acheminées, qu'elles sont remplacées par 20 millions de dollars en plus des 50, mais en tout cas, le fait est aujourd'hui que cette rançon énorme a été payée pour la libération de ces 2 otages émiratis et leur employé iranien en un temps record, donc moins d'un mois. Et selon des sources propres, encore une fois, il y a eu des libérations de djihadistes des prisons maliennes, mais ça n'a pas de rapport avec la libération des otages émiratis. C'est un autre process de négociation avec la junte au pouvoir, mais aussi cette situation pose question sur la présence émirati sur le continent africain, parce qu'une rançon de telle ampleur va évidemment susciter, disons, des envies des alliés et même des ennemis des Émiratis aujourd'hui en Afrique. Dernière question, Wassim, y a-t-il d'autres otages entre les mains du JNIM? Est-ce qu'on le sait? Oui, il y a d'autres otages entre les mains du JNIM, des otages chinois, turcs, indiens, ukrainiens du Donbass qui travaillaient pour Wagner sous passeport russe, et des otages égyptiens sont aussi entre les mains du groupe depuis le 28 octobre, mais selon des sources propres, leur sort n'a pas été tranché. Les rumeurs comme quoi une rançon de 5 millions de dollars a été demandée sont fausses. Ils sont en train de voir, en tout cas le JNIM, si ces gens-là, ces Égyptiens-là travaillaient pour le gouvernement ou pas. Donc il n'y a pas d'otages occidentaux entre les mains du JNIM parce que c'est la nouvelle, disons, politique du groupe depuis un moment, qui se concentre sur les pays qui soutiennent la junte. Et ça, c'est important à noter. Sauf qu'il y a d'autres otages occidentaux sur zone, cette fois avec l'État islamique, comme les pilotes américains qui a été pris au cœur de la capitale Niamey, et 2 femmes, une autrichienne et une suisse, prises à Agadez, aussi au Niger, donc suivant un appel d'offres, disons entre guillemets, de l'État islamique qui veut bien prendre les otages que les gens arrivent à lui acheminer, et il les détient aujourd'hui tous au Mali, sur le territoire malien, dans la région de Ménaka. Merci pour ce point très complet. Wassim, merci beaucoup.